Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter un petit peu. Je sais pas quel temps il fait par chez vous. Ici, il a plu toute la nuit et aujourd'hui, ciel bleu. Donc, je pense qu'on aura une bonne journée. Bon, c'est pas un podcast sur l'actualité du temps qu'il va faire chez moi, mais plutôt Alors, il y a 4 sujets même qu'on va aborder ce matin. Le premier, c'est la problématique des écarts alimentaires par rapport à la perception qu'on a de soi-même. Le deuxième sujet, ça va être l'errance des adhérents des pratiques liées au fitness, yoga, etc. On va parler également du cannabis et de la boulimie. Et pour terminer, si j'ai le temps, on parlera du 75 Hard Challenge qui fait un carton aux États-Unis et qui est largement critiqué par toute une partie des journalistes. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas été voir, pour celles qui n'ont pas été voir leurs emails hier dans la journée, il y a un programme Kettlebell 100% pour femmes qui a été publié sur le site. Ça s'appelle Programme Kettlebell Femmes, transformer votre corps après 40 ans. Vous pouvez aller le voir. Il y a pas mal d'informations directement sur la page que je vous ai mise là. Déjà, il y a les avantages des kettlebells pour les femmes et également ce que contient le programme avec tous les détails. Donc, si vous avez envie de vous mettre en forme avec très très peu de matériel, allez voir le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. Alors, j'ai mis pour femmes parce que le programme est plutôt axé sur la musculature féminine, des objectifs de musculature visés par les femmes, on va dire. Mais après, vous pouvez totalement l'adapter si vous êtes un mec. Il n'y a pas de problème. C'est juste que l'étude que j'ai pris, les études que j'ai prises et que toute l'introduction, il faut bien vous dire une chose, c'est que je parle évidemment du programme avec Kettlebell à la fin du cours en vidéo, mais avant, il y a tout un tas de notions sur la ménopause, sur tout un tas de choses liées à l'avancement de l'âge chez la femme et l'entraînement et la prise de graisse et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai axé pour les femmes, mais si vous avez envie alors si vous côtoyez des femmes dans votre vie de tous les jours et que vous avez envie de les aider, si vous êtes un homme, ou si vous êtes vous-même une femme, ça peut vous intéresser. Voilà. Bref, tout ça, c'est dans les notes de cet épisode. Donc, le premier article, il me semble que j'en avais déjà parlé. Alors, faut voir, parce que vous savez, des fois, les revues de presse, souvent, il y en a qui pondent un article comme Moderne alors qu'il a déjà été traité 2 semaines avant. Et vu qu'ils ont une tournure un peu différente, une interprétation un peu différente, peu importe, moi ça me permettra d'en parler différemment aussi. Et j'ai un doute, j'ai l'impression que j'en ai parlé il y a pas très longtemps de ça, ou alors c'est des articles qui se ressemblent vraiment. Alors ça s'appelle La douceur envers soi, clé du succès dans la perte de poids. Donc l'obésité est un facteur de risque pour de nombreuses maladies et ça peut avoir son emprise, on peut voir son emprise réduite par une perte de poids modeste. Donc cependant, les écarts alimentaires, ou LAPSES, menacent souvent le succès de ces efforts en augmentant l'apport calorique. Donc en gros, quand vous faites un régime, quand vous luttez, quand les personnes obèses luttent contre les kilos en trop, ce qui leur fait le plus de mal, ce sont les écarts. Les écarts dans leur bonne conduite. Donc une étude récente met en lumière l'importance de la self-compassion, donc l'autocompassion, dans la gestion de ces écarts. Cette pratique qui inclut la bienveillance envers soi, la reconnaissance de l'humanité comme commune et de la pleine conscience pourrait être la clé pour une réponse plus adaptative au dérapage diététique. Oui,
Alors, les chercheurs ont découvert que les individus faisant preuve d'autocompassion après un écart alimentaire, étaient moins enclins à la négativité, plus en contrôle de leur comportement de gestion du poids et moins susceptibles de répéter l'écart le jour même. Donc, cette approche pourrait non seulement aider à maintenir l'effort dans la poursuite de l'objectif de la perte de poids, etc. Et l'étude souligne que contrairement à la croyance populaire, l'autocompassion ne mène pas à la complaisance, mais favorise au contraire une meilleure gestion des erreurs et des échecs, en permettant une récupération plus rapide et une perspective plus équilibrée sur les objectifs, notamment pour la perte de poids, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est vrai que aujourd'hui, on est quand même dans une société où on s'autorise un petit peu tout, où il faut pas mettre de dureté, il faut pas mettre de vous savez, le mot injonction, par exemple, il est mis à toutes les sauces. Me mets pas cette injonction, il y a des injonctions contradictoires, ne dire aux gens: «Il faut pas manger, tel ou tel aliment, c'est pas bien», ça leur crée des injonctions et donc c'est ce qui leur fait péter un câble et cetera et ils échouent au régime. Donc l'inverse, là, il y a tout un courant en ce moment qui dirait que, notamment pour les régimes, si vous avez une alimentation de type émotionnel, donc une envie émotionnelle d'un aliment, vous devriez y succomber, puisque, durant ce moment-là, c'est pas le moment d'y répondre, c'est pas le moment de vous contrer, parce que si vous contrez cette émotion, tôt ou tard, ça va se manifester, 2 fois plus intensément. Alors moi, personnellement, je peux pas témoigner de ça. Peut-être des personnes pourraient témoigner en commentaire, qu'ils ont réussi à faire une sèche, hyper réussie en succombant à envers leurs émotions quand ils avaient envie de manger tel ou tel aliment, ils le mangeaient et ça a marché pour eux, enfin pour elles. Mais moi, personnellement, ça n'a pas marché pour moi. Donc je mets pas tout le monde dans le même panier. Les années m'ont appris à percevoir les différences, chez les individus. Moi, personnellement, si je me laisse aller à mes pulsions, on va dire, humaines, normales et tout, dans un monde moderne où la grande distribution, le marketing, la publicité, les industriels ont bien saisi, ce côté émotionnel chez nous. Personnellement, moi, si je me laisse aller, je me tourne vers des aliments régulièrement de mauvaise qualité, en fait, hein. Alors, une différence qui peut se mettre là-dedans, c'est que moi, j'ai développé des valeurs particulières, c'est-à-dire que j'ai envie de manger des choses qui me mettent en forme physiquement. Donc mes valeurs, c'est d'avoir une bonne forme physique et d'essayer d'avoir une bonne santé. Donc forcément, il y a des aliments qui sont beaucoup plus compatibles avec ça que d'autres et j'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez. Par contre, étant donné que j'ai ces valeurs-là, de manger des aliments malsains, ça va à l'encontre de ces valeurs et il me semble, alors ça c'est beaucoup, dans la thérapie ACT qu'on en parle, hein, ACT, mais il me semble quand même que ça pèse beaucoup plus lourd, sur la balance, ce genre de comportement. C'est-à-dire que si vous allez contre vos valeurs, c'est bien plus fort que si, vous allez vous laisser aller à vos pulsions naturellement. Je pense qu'il faut de la compréhension derrière ça. OK, il faut succomber à parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, l'explication, c'est que, si vous allez contre vos pulsions alimentaires, vos émotions, en fait, si par exemple vous avez envie du pain au chocolat qui aura à 10 heures au bureau et que vous le refusez parce que vous voulez maigrir, c'est pas bien, vous êtes une mauvaise personne si vous le mangez et cetera, donc plein de «pensées négatives» entre guillemets, vous allez après, à un moment donné craquer et j'en parlais récemment avec une personne, avec ma femme, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'essaye de mettre à distance, mais j'ai toujours beaucoup de pudeur avec ça, il faudrait que ça change un peu. Hem, je parlais avec ma femme et elle me disait qu'elle avait une collègue de travail à l'époque, quand elle était encore salariée, qui, était, obèse, mais largement obèse, hein, pas une petite obésité et pourtant durant la journée, elle ne mangeait quasiment rien. C'était que des petites choses, mais très saines, bon, une soupe le midi, enfin voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui, chez elle, avait énormément de pulsions, d'alimentation incontrôlée, tout ça. Donc
peut-être que dans ce cas de figure-là, on pourrait se dire que si cette personne s'autorisait la semaine, pas la semaine, lapsus, la journée, elle ne craquerait pas le soir. Et c'est fort probable, hein, c'est fort probable, mais il y a la théorie là-dedans, en fait, c'est que si vous ne répondez pas à ces envies émotionnelles, vous allez tôt ou tard, craquer sur, plein d'aliments et donc du coup ne jamais, réussir à manger sainement. On a beau tourner le truc dans tous les sens, à un moment donné, il faut quand même faire attention à ce qu'on mange si on veut perdre du poids et ces envies émotionnelles, on peut y répondre, mais moi, comme je disais tout à l'heure, moi personnellement, si j'y réponds, je ne maigris pas. Et alors, beaucoup diront: «Oui, mais c'est parce que derrière, il faut construire des valeurs, le pourquoi, le blabla, toute une psychologie». Peut-être, mais il faut pas non plus dire qu'il y a que cette méthode qui marche. Parce que moi, il y a bientôt 20 ans, j'ai fait mon premier régime, qui a fort bien réussi et j'ai jamais repris mon poids et j'ai pas utilisé une technique comme ça. J'ai plutôt utilisé une technique, sur ce que j'avais envie de faire, à l'avenir, à quoi j'avais envie de ressembler, sur de la connaissance, savoir ce que m'apportait tel ou tel aliment et en fait, tout cet apprentissage-là m'a permis, de manger des choses saines que j'aime au quotidien, hein et de pas reprendre tout ce poids, quoi. Donc et je me sens pas frustré dans ma vie de tous les jours. C'est ça aussi qui est important parce que souvent on a l'impression que les personnes qui mangent sainement, vous savez quand on parle d'alimentation, plaisir émotionnel et tout ça. Quand on veut rassurer les gens, vous avez le droit de manger un peu de chocolat et tout. Moi, j'en mange, hein. Bon, après, le chocolat que je mange, les gens, ils ont envie de se jeter par la fenêtre quand je leur sors la tablette, mais parce que c'est en ce moment, je suis sur du 98%. Donc, imaginez quelqu'un qui vient du Galac ou du Crunch, vous lui sortez ça, pour lui, c'est même pas du chocolat. Pour lui, c'est, je sais pas, c'est un médicament, je sais pas, c'est un truc qu'on met pour, enfin bon, ouais, c'est du cirage à godasses ou enfin c'est pas du tout du chocolat pour lui. Ah, ça manque de sucre, de gras, de tout ce que vous voulez. Surtout le 98%, il se met à être presque farineux, quoi. Bref, heu, pourquoi je suis parti aussi loin? Oui, parce que moi, quelque part, c'est mon plaisir, mais c'est un plaisir, si vous regardez bien, le chocolat noir qui reste, qui apporte quand même des choses, bonnes également pour l'organisme, quoi. Après, je comprends la théorie là-dedans, c'est que, il faut manger tout. Sauf que ça, c'est quand même très problématique encore une fois, parce que manger de tout, manger équilibré et manger sainement, ça n'est pas du tout la même chose. Sauf que c'est utilisé souvent dans les mêmes discours. Manger de tout, ça voudrait dire manger l'intégralité de ce qui est comestible. De tout, enfin de ce qui est comestible, c'est ma définition, hein, de tout ce qui est, ce qu'on peut trouver dans les magasins, sur le marché, tout ce qui va pas vous tuer quoi, en gros, tout ce que vous pouvez manger, et qui est vendu pour être mangé quoi. Donc ça, c'est manger de tout. Ensuite, on va vous dire de manger équilibré. Donc ou le tout pourrait être, manger, varié aussi. Voilà, manger tout, manger varié, pour moi, c'est la même chose. Ensuite, vous allez avoir manger équilibré. Donc manger équilibré, ce serait, de respecter un équilibre entre les diverses sources alimentaires. Donc si un jour vous mangez, une pizza, le lendemain vous pouvez manger un hamburger, le surlendemain vous mangez des légumes, bon et vous pouvez le faire à l'intérieur d'une assiette également. Donc voilà, pour eux, c'est ça en fait la notion d'équilibre, c'est qu'on a le droit d'avoir un peu de tout, du moment que ça rentre dans l'équilibre. Ça veut pas dire que je valide, hein, tout ce que je suis en train de dire, c'est juste que c'est les définitions couramment utilisées. Ensuite, vous allez avoir manger sainement. Alors là, manger sainement, ça commence à déranger un petit peu parce que manger sainement, si vous regardez droit dans les yeux quelqu'un qui vous dit, un nutritionniste ou peu importe, qui vous dit: «Faut manger de tout et cetera» et vous lui dites: «Mais est-ce que manger de tout, c'est manger sainement? Est-ce que manger» et s'il vous dit: «Oui», alors faut creuser un petit peu plus. Faut dire: «Alors OK, donc dans le tout, on est bien d'accord qu'il va y avoir la pâte à tartiner, il va y avoir les graisses saturées, voire les graisses trans saturées». Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que
de manger des pommes frites avec de la mayonnaise, des frites des frites à la friteuse avec de la mayonnaise, du ketchup et un hamburger, est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux et me dire que c'est manger sainement? Là, logiquement, il va avoir un devoir d'honnêteté. S'il vous dit oui, c'est qu'il a basculé dans le côté un peu trop psychologique. Il a oublié ses notions de nutrition. C'est à un moment donné, vous pouvez pas. C'est pas possible, il faut être honnête. Mais se manger sainement, il est très difficile à définir parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas qualifier un aliment malsain officiellement. Parce qu'à partir du moment où vous qualifiez un aliment comme malsain de manière officielle, c'est-à-dire reconnu par toutes et tous, vous vous retrouvez à diaboliser quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, on sait que le tabac, c'est pas bon. Bon, bah, globalement, tout le monde est d'accord et même, ceux qui font les packaging et tout, dessus, ils vous foutent quelqu'un avec la gorge en travaux, enfin bon, voilà, parce que, c'est malsain, c'est toléré. Imaginez, sur un paquet de céréales de petit déjeuner, si on mettait un jeune de 18 ans à qui on a amputé l'orteil parce qu'il a, du diabète de type 2, quoi. Imaginez. Bon, ça découragerait, mais bon, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, on a encore un bonhomme, qui a un grand sourire et qui dit que c'est génial et que c'est riche en fer et vitamine C. Mais globalement, il y a ça, c'est que cataloguer un aliment malsain, comme malsain, c'est l'amener et le faire courir à sa perte, quoi. Enfin, c'est fini. Donc, il y aura toujours énormément de résistance par rapport à cette catégorisation. Donc on se limitera, le dernier mot, ça sera équilibré et varié, parce que c'est des mots qui, dans l'inconscient collectif, sonnent comme sains, mais qui ne sont pas en fait, hein, mais ça sonne comme sain. Parce que sainement, là, déjà, la recherche a du mal à se mettre vraiment d'accord. Bon, il y a quand même un consensus sur une approche méditerranéenne, une approche... euh, alors il y a tout ce qui englobe en fait le méditerranéen, végétarien, euh, où on va réduire les aliments ultra transformés, manger brut, etc. Tout ça, il y a quand même une forme de consensus autour de toutes ces approches alimentaires qui dirait qu'elles sont quand même beaucoup plus correctes que l'alimentation moderne, ultra transformée, quoi. Donc bon, bref. Et bon, on en revient encore à cette histoire. Donc, le fait de pas se punir à cette autocompassion, puisque c'est quand même le thème du premier article. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. C'est-à-dire que quand vous mangez votre carré de chocolat, si derrière c'est pour vous dire: «Ah voilà, t'es qu'une crotte, tu mangé du chocolat alors que t'as dit que tu te mettais au régime et tout», effectivement ça sert à rien, hein. Heu Enfin, moi personnellement, je culpabilise pas du tout quand je mange, tel ou tel aliment pour culpabiliser. La seule culpabilité que je pourrais avoir, et quand ça m'arrive d'en avoir, c'est quand j'ai vraiment abusé, mais c'est pas pour mon tour de taille, c'est parce que je me suis rendu malade derrière. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait une énorme raclette chez des amis. Bon, mon pote, il est traiteur et boucher, donc je peux vous garantir que ce qu'il y avait sur la table, c'était quand même du haut de gamme. Bon, on a terminé avec des crêpes et une salade de fruits, salade de fruits pour le geste. Heu, je peux vous garantir que le lendemain, j'étais pas bien. J'étais pas bien au niveau digestif. C'est en ça je peux culpabiliser, mais pas certainement pas de m'être fait plaisir, par rapport à mon tour de taille et tout, j'en ai strictement rien à foutre. Parce que, le reste de la semaine, je mange sainement et que j'aime manger sainement et que je sais pourquoi je mange sainement, que ça a du sens pour moi, je fais du sport et tout, quoi. Après, de demander à des gens à avoir de la compassion, c'est bien ce que tu fais alors qu'ils mangent tout le temps de mauvaise qualité, à un moment donné, c'est de les c'est d'essayer de leur faire croire que le paradis existe, en fait. En tout cas sur terre, tout de suite et maintenant. C'est-à-dire que tu peux aimer ton corps dans le miroir alors que tu es en surpoids. C'est possible. Sauf que beaucoup d'expériences ont montré que les gens qui s'acceptent aujourd'hui, demain chercheront à faire un régime, hein. Puisqu'il y a quand même très souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est un spécialiste la dernière fois dans un reportage qui en parlait, c'est que tôt ou tard, on voit que ces gens souffrent quand même. Donc, on essaie de te faire croire que le surpoids, que si t'arrives pas à t'accepter en surpoids, c'est que t'as un problème. Non, t'as peut-être pas un problème, t'as peut-être envie de maigrir. T'as le droit, en fait. C'est juste cette nuance qu'il faut pouvoir dire. C'est qu'il faut pouvoir s'accepter en surpoids, il y a pas de problème.
Mais si on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas envie de s'accepter en surpoids, faut aussi le dire. On a le droit de pas se reconnaître. Eutsemeria disait, il y a des gens en surpoids qui disent, mais c'est pas moi que vous voyez quand vous voyez une personne en surpoids. Le vrai moi, il est autrement. Et c'est quelque chose que je peux reconnaître, hein. Moi, je peux avoir ce discours parce que j'étais en surpoids, hein. Je me permets toujours de le rappeler, mais j'ai eu mon IMC catégorisé en obésité quand j'étais jeune. Je peux vous dire que euh, j'ai vécu des remarques du style c'était quoi qu'on m'avait sorti qui m'avait marqué? Ah, mais t'es un gros lard en fait, on m'avait dit une fois. J'étais assis sur une chaise de bureau à mon ancien job quand j'étais salarié et un collègue vous savez, entre potes, on s'en fout, hein, enfin entre collègues de travail, on se chambre assez facilement. Et moi, me faire chambrer, ça me dérangeait pas, sauf là, ça m'avait marqué. Parce que j'y allais pas de main morte, moi aussi, sur les autres, hein. Mais ça, je m'étais rendu compte, waouh, ça m'a marqué. Il m'avait dit, ah, mais t'es un gros lard, en fait, parce que j'étais assis sur une chaise de bureau et j'avais mon bon gras du bide qui passait par-dessus la ceinture, quoi. Et là, je me suis dit: «Ah, ça m'a touché». J'ai été touché, quoi, émotionnellement et je peux vous garantir que, j'ai connu les choses, les problématiques des gens en surpoids, donc je me sens beaucoup plus légitime que certaines personnes qui n'ont ni fait de régime dans leur vie, donc ils savent pas ce que c'est. Ils ont pas vécu le surpoids, donc ils parlent sans savoir ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est non plus de rester mince alors qu'on a passé son adolescence et sa jeune vie d'adulte en surpoids, voire en légère obésité. Ce sont pas des personnes qui font du sport, ce sont pas des personnes qui ont cherché à trouver un équilibre réel dans leur alimentation, dans leur style de vie pour rester en forme physique, pas reprendre leur poids, s'accepter, s'aimer dans le miroir et tout. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues. Donc, on peut me sortir après tout un beau discours sur tout un tas de choses. À un moment donné, moi, j'aimerais bien que les gens vivent. Parce que c'est un petit peu comme le gars avec sa bière et son paquet de chips qui veut expliquer aux footballeurs professionnels comment mettre un but. À un moment donné, je lui dis: «Ferme-la, tu vois, tais-toi». Enfin, c'est lui qui sait. Toi, tu te tais, en fait. Et c'est un peu la même chose avec ça. Même s'il y a des études et tout ça, je parle pas des chercheurs, des spécialistes, hein. Je parle vraiment des beaux parleurs d'internet, très souvent qui essayent de caresser les gens dans le sens du poil. Je pense pas qu'ils les aident, en fait. Mais après, je suis assez d'accord avec cette acceptation d'être en accord avec soi là sur, l'autocompassion. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. À un moment donné, il faut se dire: «OK, toi, ta faiblesse, c'est ça. Bah, écoute, c'est pas si grave que ça. On va essayer de trouver des solutions pour aller au-delà». Mais pas de maintenir les gens dans une espèce de croyance que, en fait, c'est juste, tu penses mal. Si tu pensais bien, tu serais capable de t'accepter en surpoids, de tout ça, et ça serait magique et tu serais heureux, tu aurais plein d'argent. Ça, j'aime pas, en fait. J'aime pas parce que c'est la mouvance du développement personnel de mauvaise qualité. Il y a un bon développement personnel et il y a un mauvais développement personnel. Celui qui essaye de recabler à la manière des sectes, je l'aime pas trop, en fait. C'est bien dans un roman, c'est bien dans un documentaire, c'est divertissant, mais dans la réalité, c'est quand même, il y a quand même des victimes de tout ça, quoi. Des victimes à la fois, individuelles et on va dire après au niveau d'une famille et tout, hein. Quand le cannabis croise la route des troubles alimentaires, donc deuxième sujet, j'ai un peu perdu de temps sur le premier, excusez-moi. Mais bon, j'aime bien parler, vous l'avez compris. 368 épisodes, je crois, aujourd'hui, donc vous l'avez compris. Alors, il y a une étude récente de l'université Drexel qui s'est penchée sur la relation entre la consommation de cannabis et les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA, et notamment les crises de boulimie. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une crise de boulimie? Une crise de boulimie, c'est quand on va manger de manière, déjà, sans appétit, mais de manière purement émotionnelle, enfin émotionnelle. On va se gaver d'aliments qu'on aime ou qu'on n'aime pas forcément d'ailleurs, hein, mais s'il y a une compulsion alimentaire, vraiment, on va manger, manger, manger.
Mais la particularité de la boulimie, c'est que derrière, il va y avoir une stratégie de compensation. C'est-à-dire que quand une personne fait une crise de boulimie, derrière, il va soit y avoir, par exemple, du vomissement, la prise de laxatifs, un abus de sport, un jeûne, etc. Il va y avoir derrière une stratégie de compensation. Donc on voit bien que la personne se remplit, puis essaye de se vider. Il ne faut pas confondre avec l'hyperphagie, qui est une boulimie, entre guillemets, ratée. Puisque l'hyperphagie, c'est que la phase où on va se gaver, et derrière, on va pas compenser. Donc dans le monde du fitness, de la musculation et tout, souvent il y a des gens qui parlent, je fais de la boulimie, c'est très souvent de l'hyperphagie. Puisque derrière, il n'y a pas forcément de stratégie de compensation, sauf si derrière, les personnes elles vont faire un marathon ou jeûner. Alors, moi, encore une fois, j'aime bien préciser que la compensation, elle n'est pas ou mauvaise ou bonne. La compensation, elle est sur un curseur. C'est-à-dire que si, moi, par exemple, je mange, comme je vous ai dit, une grosse raclette, charcuterie, plein de sucre et tout, le lendemain, naturellement, il va y avoir une compensation parce que mon appétit, en fait, quand je vais me réveiller, déjà, il sera à 0. J'aurai pas faim du tout en me réveillant. Mes organes auront tellement travaillé pour digérer tout ça, enfin, je le ressens le matin. Alors moi, je picole pas, j'ai pas la gueule de bois, mais quand je fais un un repas très lourd et tout, j'ai pas la gueule de bois, j'ai la gueule de gras, quoi. J'ai la gueule un peu, enfin voilà, j'ai pas faim, et donc je vais pas me forcer à manger. C'est naturel en fait, instinctivement, il y a rien qui rentre. Et puis j'ai remarqué par mes habitudes que la sédentarité avait tendance à amplifier plutôt que l'activité. C'est-à-dire que si je vais un peu marcher dans la nature, respirer le grand air, ça se passe mieux en fait. Donc et en fait naturellement, il y a une forme de légère compensation, mais une compensation liée à mon instinct. En fait, je sens ce qui est bon pour moi. Je sens ce qui m'amène à me sentir mieux. Et ça, c'est la saine compensation. La malsaine, c'est j'ai pas faim mais je me gave quand même, ou j'ai très faim et je me prive de manger. Ça, c'est pas bon en fait, il me semble. Bon. Donc, petit point là, voilà, sur la boulimie. Donc, plus de 23% des participants à cette recherche, tous en quête d'un traitement pour des troubles de binge eating, donc de l'alimentation émotionnelle, enfin, ont admis avoir consommé enfin, c'est pas émotionnel. Binge eating, c'est un peu comme de la boulimie, parce que le binge watching, c'est par exemple, vous tapez une série entière, une saison entière dans une journée, c'est du binge watching. Ben, le binge eating, c'est de vous taper l'intégralité du paquet de gâteaux en une fois, quoi, par exemple. Donc avoir une alimentation un peu, je dirais plutôt une crise hyperphagique que boulimique, quoi. Alors ils ont admis avoir consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois. Bon, l'étude publiée dans Experimental and Clinical Psychopharmacology révèle que le cannabis pourrait intensifier le plaisir ressenti lors de la consommation d'aliments riches en sucre ou en graisse, jouant ainsi un rôle dans la persistance des crises de boulimie. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les participants consommateurs de cannabis n'ont pas montré de symptômes plus sévères de troubles alimentaires ou de dépression par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Donc l'aspect intéressant de cette étude est la corrélation entre la consommation de cannabis et une consommation d'alcool plus fréquente et problématique, suggérant un risque accru de troubles alimentaires en raison des effets combinés sur l'appétit et l'humeur. Et les auteurs de l'étude recommandent donc aux cliniciens de systématiquement dépister la consommation de cannabis et d'alcool chez leurs patients souffrant de troubles alimentaires afin d'évaluer les éventuels problèmes liés à cette consommation. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire, mais est-ce que moi, il m'est arrivé de plus jeune de tirer sur un pétard. C'est pas bien, c'est interdit par la loi, mais globalement, il me semble que beaucoup de personnes ont testé ça, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes, et c'est vrai, moi, je me souviens d'une chose qui m'avait marqué, c'est l'appétit démesuré suivi de ça, quoi.
Mais là où ça m'avait surtout impressionné, c'est un appétit démesuré pour des choses qui vont pas forcément ensemble. Par exemple, je sais pas, vous pouvez commencer, par, ouvrir le frigo et prendre, des cornichons, puis ensuite, un peu une pomme et puis après venir à du pain et tartiner dessus, je sais pas moi, un peu de beurre avec, du chocolat en poudre, enfin vraiment des choses qui n'ont pas vraiment de lien, parce que si ce qu'ils disent là, bah, c'est étudié donc je pense que c'est vrai, ça augmente le plaisir ressenti par les graisses et les sucres. Alors moi, il me semble que ça peut avoir 2 effets. Bon, si ça ouvre l'appétit et que vous faites une crise de boulimie, c'est pas forcément une bonne chose. Mais par contre, est-ce que ça pourrait pas être utilisé, dans le cadre d'un régime justement? Des gens qui adorent le sucre et le gras, ils peuvent pas s'en passer. Pour eux, ils ont envie de manger des chips, ils ont envie de manger des petits gâteaux très sucrés ou des bonbons, des fruits et tout, ça passe pas. Eh mais bon, si on leur donne juste l'extrait de cannabis, qui va bien, hein, sans les droguer, mais ce qui leur augmente cette appétence pour le et qu'on leur donne justement des fruits. Ils vont découvrir que les fruits, ça a un goût ultra sucré et tout, puisqu'en fait, ça leur développe un petit peu le plaisir ressenti lors de la consommation d'aliments riches en sucre et en graisse. Pareil pour les graisses. On leur fait consommer un peu d'huile d'olive ou même des olives tout court ou de l'avocat ou des oléagineux et donc du coup, ils vont avoir peut-être cette satisfaction. Donc il y a peut-être une piste là pour, de l'éducation nutritionnelle pour justement montrer aux gens que, bah, oui, il y a aussi du sucre dans les fruits et c'est pas si mal que ça. Il y a aussi du gras dans les oléagineux et c'est pas si mal que ça. Et ben, ça pourrait être, peut-être une piste. Mais c'est vrai que alors je passe sur les effets du cannabis et des crises comment on appelle ça? C'est pas de panique, c'est ah! De paranoïa et tout, mais il y a aussi des crises de panique, de l'âge adulte qui ont été, déclenchées par des bad trips, à l'âge ado, quand, les gens fumaient des pétards, hein. Ça peut arriver mais en tout cas cette boulimie, de voir que 23% des participants à cette recherche, ils avaient consommé, qui avaient eu des crises d'hyperphagie, boulimique, avaient mangé. Je sais pas s'ils avaient mangé, mais en tout cas, ils avaient consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois. Donc voilà. Donc si vous êtes, sujet à des crises comme ça et qu'en plus de ça parce que moi je suis pas fou quand même, hein. Là où je vis, pourtant je vis dans un endroit qui est plutôt, on va dire, heu, assez, éloigné de la ville et des quartiers et de tout ça et cetera, comme on aime bien le catégoriser. Et ben, je peux vous dire que même dans les résidences un petit peu plus relevées, heu, bah, parfois je suis en train de faire mes tractions sur la terrasse et je respire et je sens, une odeur d'herbe et c'est pas, de l'herbe fraîchement coupée, du gazon par la tondeuse quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans tous les milieux, dans tous les alors vous allez me dire, il y a le machin aussi, le CBD maintenant. Bon, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais ouais, vous allez me dire: «Non, il y a pas le THC», mais bon, bref, j'ai quand même l'impression que ça s'est un petit peu, assoupli le la drogue comme ça douce là. Il y a beaucoup de personnes qui fument. La dernière fois, j'étais en bagnole. Alors mon passé fait que je me rends assez facilement compte, des trucs, hein, parce que comme disaient les anciens avant, j'ai eu une vie j'ai été ado avant, je peux pas me la faire à l'envers. Et la dernière fois, je roulais, j'étais en bagnole comme ça et j'aime bien regarder à droite à gauche quand je conduis et je voyais un ado là, il roulait son pétard, mais même pas, il essayait de se mettre dos à la route. C'est-à-dire qu'il avait son carton dans la bouche et il était en train de rouler, enfin pas de rouler, de brûler son petit cube de shit, avec le briquet, de les friter comme ça, face à la route, quoi. Donc il me semble quand même qu'il y a il y a une forme d'insouciance par rapport à ça. Ils se sentent plus vraiment hors la loi, quoi. Bon, donc on peut pas s'attendre à ce que ça soit, de moins en moins répandu. Mais en tout cas, si vous souffrez de crises de boulimie et tout et qu'en même temps vous consommez du cannabis, il y a peut-être il y a un lien
Et peut-être que vous pourriez en parler parce que vous avez le droit d'en parler, c'est pas parce que c'est illégal que vous n'avez pas le droit d'en parler à votre médecin. Ça, c'est important de le signaler, hein. Il y en a beaucoup qui osent pas en parler parce que vu que c'est une pratique illégale, ils se disent: «Non, je me fais pas aider». Vous avez le droit de vous faire aider, hein. C'est pas parce que c'est illégal que le médecin va dire: «Je vais pas vous aider». Il va bien sûr vous aider. Donc voilà. Bon, 75 hard challenge, c'est quoi? Et on va en parler tout de suite. Alors c'est un truc qui est né aux États-Unis de mémoire, mais on va en parler. Le 75 hard challenge, c'est la nouvelle vague qui déferle sur le fitness, sur la sphère du fitness. Alors la nouvelle, c'est pas si nouveau que ça, hein. Alors ça promet une transformation radicale tant physique que mentale, créée par le gourou du fitness Andy Frisella. Alors déjà on voit le ton de l'article. Gourou, on sent que on n'a pas envie de l'aimer ce gars-là, hein. Quand on commence à appeler quelqu'un gourou, c'est que on a envie de dire que c'est mal. Donc ce programme n'est pas pour les âmes sensibles. Imaginez 75 jours de discipline de fer avec 2 séances d'entraînement de 45 minutes par jour, dont une en plein air, un régime alimentaire choisi par vos soins, 1 litre d'eau à boire non, c'est pas 1 litre, hein, c'est un gallon, à boire quotidiennement, la lecture de 10 pages de développement personnel, le moindre écart et c'est reparti pour un tour depuis le début. Donc en gros, pendant 75 jours, vous avez toute une liste de règles à suivre, dont je viens de les donner là, mais je crois qu'il y en a plus que ça. J'étais allé voir, j'avais trouvé le truc, j'avais dit: «Tiens, hein, moi j'ai rien contre ces défis», alors où est-ce qu'on peut les trouver? Comment il s'appelle ce bonhomme? Si je tape 60 attendez. En gros, c'est pendant 75 jours, il faut suivre, tout ce que je viens de dire là. Donc, faire 2 entraînements de 45 minutes, dont un en plein air, suivre un régime alimentaire choisi par vos soins, hein. Parce que le gars, en fait, si c'est pas un nutritionniste ou un coach ou quoi que ce soit, c'est juste un gars qui vous dit comment développer votre force mentale. Et il se base sur les recommandations un peu, voilà, les croyances, enfin pas les croyances, les observations populaires sur ce qu'il faut faire pour être en bonne forme. Il se il se mouille pas sur, quoi faire et cetera. Bon, il a mis du développement personnel, un peu tous les trucs à la mode, hein. Demain, ça sera peut-être il y aura peut-être la douche froide et tout. Enfin, je crois que ça y est déjà d'ailleurs. Bon, ensuite, on s'imagine qu'il y aura au fur et à mesure des trucs ajoutés en fonction des modes du moment. Alors le concept intéressant, c'est que vous suivez ça, donc 0 écart, hein. Il y a pas d'écart, il y a rien du tout. C'est un défi, que vous imposez pendant 75 jours et au moindre écart, vous sortez de votre diète, vous repartez à 0. Donc il y a vraiment si vous avez envie de vous arrêter au McDrive, vous y pensez à 2 fois, quoi. Parce qu'il faut repartir à 0. Donc David Larby, 26 ans, s'est jeté à corps perdu dans cette aventure en quête de dépassement de soi et donc je sais pas qui c'est David Larby, mais il est dans l'article, hein. Avant le challenge, Charles se limitait à quelques passages hebdomadaires en salle de sport, sans grande conviction. Et le résultat, une réussite éclatante et une satisfaction personnelle immense. Pour lui, le 75 hard va bien au-delà du physique, c'est un combat mental, une lutte quotidienne contre soi-même pour se prouver sa propre valeur. Alors attention, le 75 hard n'est pas qu'une question de muscles et de sueur, c'est une leçon de vie, un apprentissage de la discipline, de la persévérance et de l'auto-soin. Des étirements avant et après chaque séance, une hydratation constante, une alimentation équilibrée avec quelques écarts contrôlés et surtout une motivation de faire sont la clé de la réussite de ce défi. Alors quelques écarts contrôlés, je sais pas parce que apparemment il faut pas faire d'écart, hein. Mais David Larby témoigne de l'importance de prendre le challenge jour après jour sans se projeter. Chaque jour est une victoire, chaque séance est un pas de plus vers une meilleure version de soi-même. Et si l'envie de baisser les bras se fait sentir, se rappeler pourquoi on a commencé est le meilleur moteur. Et alors c'est pas pour tout le monde, il dit, et c'est là toute sa beauté. Il s'adresse à ceux prêts à se transformer de l'intérieur, à ceux qui cherchent à tester leurs limites. Bon après j'ai l'impression de dire une page de vente. C'est qui David Larby? J'ai envie de voir qui est David Larby. TikTok, David Larby. C'est, Mindful Moment Podcast. Donc c'est quelqu'un qui fait des podcasts, je ne sais pas qui est David Larby, je suis navré, ça se trouve c'est quelqu'un d'extra connu, je ne sais pas qui c'est. Je suis totalement déconnecté, désolé. Attendez, qui est cet individu? Novatech Engineering, c'est lui? Cofondateur? Bon, image.
Bon bref, je ne sais pas qui est cet individu. Il est sur Spotify, il est à plein d'endroits. Je sais pas s'il fait des podcasts, de la musique ou quoi, mais en tout cas, il est séduit par, cette méthode. Alors, il y a des articles, alors ça, c'est un article de GQ, non, c'est pas France d'ailleurs, c'est GQ États-Unis ou Angleterre. C'est en France, on est un peu plus sévère par rapport à ça. Parce qu'en fait, tout ce qui va sur le développement de la carapace humaine, non, ça marche pas en fait, hein. Ça va totalement à l'inverse, si vous voulez. Vous imaginez, pas d'écart, faire deux fois du sport dans la journée, dont une séance en plein air, même s'il pleut, faut y aller. C'est vrai, hein, j'ai ce que j'avais lu. De lire, et du papier, faut pas que ce soit du livre audio, enfin papier, de l'écrit quoi, pas du audio, ça marche pas. Il y a de faire un régime sain, etc. En fait, ce qui me paraît fou, c'est que le gars, pour plein de gens, c'est une méthode, mais pour moi, c'est la vie de tous les jours. Enfin, je sais pas comment dire, mais je lis bien plus que 10 minutes par jour. Je mange sainement. Mmh, qu'est-ce qu'il avait d'autre comme recommandation? 2 séances de 45 minutes par jour. Allez, j'ai pas les 2 séances de 45 minutes par jour. J'en ai une, et est-ce qu'il il juge qu'aller marcher en plein air, c'est une séance? Si c'est oui, alors OK. Mais je vais pas tous les jours marcher en plein air, hein. Il y a des fois où, quand il y a beaucoup de travail, je me limite juste à ma muscu, dans mon home gym. Donc désolé. Heu, donc il faudrait que je revienne à zéro selon son principe. Mais globalement, ça me ferait pas grand changement. Mais je peux comprendre après que des personnes, imaginez si vous venez, de la sédentarité pure avec une alimentation, hors des clous, que vous buvez pas une goutte d'eau par jour, enfin, et que vous lisez pas, c'est peut-être que ça peut vous paraître insurmontable, mais faut pas oublier que ça, c'est le mode de vie de beaucoup de personnes, hein. Et j'irais pas dire de faire ça à une personne, par exemple, qui a un métier physique, hein. Ça sert à rien qu'il retourne dehors marcher, alors qu'il a tronçonné des arbres toute la journée, ou monté des briques, sur un mur toute la journée, ou porter des plaques de placo à bout de bras au-dessus de la tête. D'ailleurs, beaucoup de conflits, acromioclaviculaires, et de problèmes dans la coiffe des rotateurs chez les plaquistes, hein. Il faudrait peut-être qu'on trouve des solutions, parce qu'à mettre des plaques comme ça de placo, enfin d'avoir toujours les bras. Si je peux vous donner un conseil aux plaquistes, si vous avez mal aux épaules, rapprochez-vous au maximum du plafond. C'est-à-dire, et peu importe les mouvements que vous faites dans le quotidien, essayez toujours d'avoir les bras en dessous de la ligne des clavicules, si vous le pouvez. Limitez les bras au-dessus de la ligne des clavicules, vraiment dans des moments où vous pouvez pas faire autrement. Mais si vous avez un escabeau ou quoi que ce soit qui vous permet de travailler, des fois ça vaut le coup, hein, mais au lieu de mettre le petit coup de visseuse parce que vous êtes déjà sur l'escabeau en haut, ça peut valoir le coup de monter 2-3 barreaux sur l'échelle en plus pour, être plus sécurite. Est-ce que c'est cette répétition, ce rapage en fait permanent, d'avoir toujours de travailler avec les mains au-dessus de la tête, qui peut, vous abîmer à terme, quoi. Donc voilà. Et l'idéal, ce serait de travailler, comme si vous faisiez du développé couché, en fait, d'avoir un système pour pouvoir, faire du placo, mais peut-être ça existe dans des endroits, hein, où vous êtes dans des filets ou quoi que ce soit pour, mettre, à la chaîne des plaques de placo, quoi. J'en sais rien. Mais bon, je reviens à 75 hard challenge. Moi, ça me paraît pas si ouf que ça, quoi. Ils seront tous en train de dire: «Oh là là», mais c'est parce que ce sont des gens qui, quand ils lisent ça, ils sont bouleversés, ils sont pas habitués à ressentir autre chose sur leur corps que des coussins et de la moquette. Quand ils se mettent à ressentir la pluie sur leur visage, en automne, en train de marcher, leur cœur qui bat un peu, le souffle qui monte, de boire de l'eau, sans édulcorant ni rien, et de se mettre à lire un livre, ça les s'ils sont en PLS avec ça, je suis désolé, mais j'ai quand même l'impression que ça montre quand même qu'on est en carton, quoi, qu'on est devenu malheureusement, pas très, et c'est le mental, hein, parce que c'est le physique, il tiendrait, hein, mais mentalement, on est devenu vraiment, on a l'impression qu'on est en sucre, quoi. Et c'est bon, mais c'est pour ça que ce programme, il a un succès fou, hein. Il a un succès fou, et ce succès traduit, je suis désolé de vous le dire, mais ça traduit quand même un mode de vie de merde.
ça traduit que les gens ont un mauvais mode de vie. Parce que ce qu'il dit dedans, c'est juste d'avoir un mode de vie qui me semble normal, quoi. Normal, avoir une activité physique quotidienne. Alors les durées qu'il donne, c'est autre chose, mais avoir une activité physique quotidienne. On pourrait faire un truc moins hard qui serait basé uniquement sur les recommandations du PNNS, de l'OMS, etc. On prend tout ça, on en fait des recommandations, et puis voilà, je vais le faire pour vous. Je le ferai pour vous, promis. Et de se créer son challenge basé sur ça, quoi. Non? Je vais le faire. Je vais vous le faire, promis. Je vais vous le mettre en forme et tout, comme ça vous évitera de chercher à droite à gauche. Bon, voilà. Alors, je rappelle pour mesdames qu'il y a un programme Kettlebell qui est disponible sur mon site pour les femmes, notamment après 40 ans, mais il y a également toute une partie pédagogique avant et théorique sur tout un tas de choses à faire quand vous approchez de la ménopause, en tout cas quand vous avez dépassé les 40 ans. Je sais, la ménopause n'est pas à 40 ans, pas besoin de me faire la leçon, je le sais. Mais à partir de 40 ans, dans l'esprit, ça commence à tourner un petit peu. Donc, je vous donne tout un tas d'études vulgarisées là-dessus, plus un programme d'entraînement et un programme extrêmement progressif qui vous permettra de vous entraîner avec juste votre kettlebell que vous avez à la maison, quoi. Donc, c'est ça qui est important. Je vous laisse ici. Tout ce dont j'ai parlé est en note dans cet épisode, donc sur YouTube, etc. Vous avez le lien pour y accéder. Sinon, vous y avez accès sur le site également avec la version longue des notes par email. N'oubliez pas de me laisser une petite évaluation si ça vous dit. Et puis, à la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.